2. La concentration des trois facultés, penser, sentir et vouloir, uniquement réfléchie dans le physique, dont dispose l'homme moderne, une seule peut être reparcourue par lui à rebours jusqu'à sa racine métaphysique, le penser. Le sentir et le vouloir, reparcourus, le ramènent de toute manière à une racine physique, non pas que leur essence ne soit pas métaphysique, mais parce que celle-ci est exclue par leur résonance dans l'âme selon le rattachement de la conscience pensante à la corporéité physique. Le rattachement de l'âme à la cérébralité, et également à la corporéité physique, concerne le penser, non pas le sentiment ni la volonté, qui subissent simplement les conséquences d'une telle nécessité de la pensée, la chute de la pensée dans la cérébralité, nécessaire à la formation de la conscience individuelle et au processus inférieur de la liberté. La pensée peut reparcourir son processus propre, avec cela elle réalise son mouvement propre et authentique, le mouvement pur, indépendant de la cérébralité, il restitue au sentir et au vouloir les connexions métaphysiques, respectives et légitimes. Dans le domaine supramental, penser, sentir et vouloir forment une unité, normalement égarée dans le domaine mental. Au moyen de la conversion de la pensée, une telle unité est restituée. La pensée réacquiert le pouvoir de son mouvement autonome, pour autant qu'elle soit concentrée sur un sujet simple, facilement dominable. Ce n'est pas le thème qui importe, mais plutôt la pensée engagée en lui, laquelle est toujours identique pensée, soit qu'elle pense la chaise, soit qu'elle pense l'Apocalypse. Au début, le thème doit être un objet construit par l'homme, ou un contenu mathématique, parce que la pensée impersonnelle, qui en est le fondement, étant vécue elle a le pouvoir de libérer le principe conscient de la psyché subjective, lié à la corporéité, elle donne la garantie de ne pas dévier dans l'inconscient, ou dans le médiumnique, ou dans le mystique. Cette pensée est le concept, indépendant de l'objet lui-même. Le concept reconstitué, devient, en fin d'exercice, objet de contemplation. Concentration, le disciple se concentre sur un objet, duquel il considère la forme, la substance, la couleur, l'usage, etc., la série des représentations qui en épuisent la structure physique, jusqu'à ce que reste, à sa place, le contenu de pensée. Cette opération ne doit pas engager l'attention consciente du disciple moins de 5 minutes, à la fin de l'opération, l'objet doit être devant la conscience du disciple comme un symbole, ou un signe, ou une synthèse, ayant non dialectiquement en soi, tout le contenu de pensée élaboré. Celui-ci est l'exercice typique de la concentration dont le processus, en exigeant la coopération, quand bien même momentanée, des principes constitutifs de l'être humain, je, âme, corps subtil, corps physique, selon la hiérarchie originaire, est fondamental pour l'expérimentateur moderne. En tant qu'exercice typique, il est complet et peut à lui seul, s'il est rigoureusement pratiqué, conduire à un équilibre intérieur réel et par la suite à l'expérience supranormale. L'importance de cet exercice consiste dans sa simplicité, qui permet la plus grande intensité de la pensée consciente. Le matériel appelé à la construction de cet exercice, représentation, souvenir, notion, forme discursive, etc., n'est pas la force pensée, mais ce dont cette pensée se revêt normalement pour s'exprimer, sans jamais se laisser saisir elle-même. L'exercice tend à faire affleurer dans la conscience cette insaisissable force pensée. On se porte absolument dans l'objet, en le considérant en soi, selon les déterminations qu'il contient, corrélées à l'unité que la pensée possède déjà en elle et qu'elle peut reconstruire pour cette raison. Celui qui croit accomplir un exercice plus aristocratique, en pensant un symbole sacré, ou un deva, ou un mantram, ou un mystère, ne s'aperçoit pas qu'il n'échappe pas à sa propre nature personnelle, parce qu'il est déjà lié avec le sentir subconscient au thème évoqué, alors qu'il peut se rendre réellement indépendant de la nature, au cas où il parte avec des pensées non imposées par celle-ci, mais de l'objectivité impersonnelle du thème. En considérant qu'il n'y a pas d'objet construit par l'être humain qui ne soit pas pensé, le disciple cultive l'idée que dans le domaine de l'apparition terrestre, continuellement l'invisible devient visible. Cette idée est le principe du dépassement de l'apparence. Tout objet construit par l'homme renvoie à un moment où il n'existait pas, mais était seulement pensé. Une telle pensée a été ensuite traduite en quelque chose de concret et sensible. L'invisible est devenu visible. Il n'y a pas de production, ou de création, humaine, qui ne renvoie à un moment d'inexistence, à savoir à son vide originaire, dans lequel l'idée est retrouvable. Personne, regardant une machine ou un édifice, ne pense qu'il se soit fait tout seul. Mais il est arrivé que des primitifs, au premier contact avec des objets ou trucs de la civilisation de la machine, crussent à des productions merveilleuses de la nature, mais pas comme si ces objets-là se fussent faits d'eux-mêmes, mais plutôt comme s'ils appartinssent au processus créateur l'univers. Serait considéré comme insuffisant mental celui qui, en regardant une boussole, pensa qu'elle se soit faite toute seule. Non différemment, cependant, le réaliste naïf, malgré sa logique analytique, ne se comporte pas mieux aujourd'hui, par rapport à la nature créée, que le primitif devant le monde inconnu de la machine. S'il n'y a pas d'objet produit par l'être humain qui ne renvoie à une pensée consciente capable de la concevoir et de le réaliser, d'où l'on peut arguer comment l'invisible devient visible, ce qui n'a pas été produit par l'être humain et exprime toutefois un pouvoir créateur, renvoie à une pensée que l'homme n'est pas capable de penser, pour le moins au temps présent. L'ascèse de la pensée a justement le devoir d'éveiller en l'âme la capacité d'une telle pensée. À une logique concrète ne peut échapper la position naïve de celui qui pense qu'un organe parfait comme l'oreille humaine, ou l'arbre, ou le ver à soie, se sont faits tout seuls.
Il faut découvrir que, comme l'horloge renvoie à la pensée qu'il a inventée avec détermination et techniquement produite, d'où une telle pensée est reconstructible à partir de la pénétration de la structure de l'horloge, de la même façon, la graine d'une plante renvoie à une pensée que l'homme est capable d'imaginer, mais non de posséder comme un processus structural. Il ne possède pas un tel processus structural, comme il possède celui de l'horloge. Manque à sa pensée la possibilité d'identifier quelle force dans la plante fonctionne comme processus ordonnateur, archétype, des substances minérales. Alors que concernant l'horloge, il peut reproduire ce processus archétype de la pensée, il ne le peut pas avec la plante. Les scientifiques les plus talentueux de la Terre, mis ensemble, ne sauraient reproduire un brin d'herbe. L'être humain peut seulement agir sur ce qu'il parvient à percevoir, dont il peut traduire la perception en termes de pensée, au moyen de laquelle il peut reproduire le perçu. Des 4 règnes de la nature, minéral, végétal, animal et humain, il ne perçoit en réalité que celui minéral, des 3 autres règnes lui échappent les forces substantielles. Lesquels utilisent respectivement, selon une élaboration différente, l'élément minéral pour construire la propre forme de sensibilité, la force vitale de la plante, la force vitale sensible de l'animal et la forme vitale sensible mentale de l'être humain. De la plante, de l'animal et de l'homme, il perçoit seulement l'apparition minérale, élaborée à des degrés divers. L'homme imagine en substance le monde en soi animé ou vivant, mais il ne le perçoit pas. Il ne perçoit que le minéral, l'inanimé, c'est pour cela qu'il ne peut construire autre chose que des mécanismes inanimés, il peut construire un missile planétaire, mais ne peut pas reproduire la graine d'une plante. Sa production s'arrête à la limite sensible inorganique, parce que sa perception ne va pas au-delà d'une telle limite. De tout être vivant, il suppose la vie, mais ne la perçoit pas, de la vie, il perçoit les manifestations sensibles, au niveau minéral, mais non pas l'élément causant, non sensible, opérant au moyen de la substance minérale. Des règnes de la nature, en vérité, l'être humain ne voit que l'apparition minérale, et non les forces utilisatrices de la minéralité pour édifier spécifiquement de tels règnes. En mettant à profit les moyens de la chimie physique, le scientifique actuel peut aussi reproduire exactement la graine d'une plante, en le formant avec toutes les substances qui composent celle authentique, jusqu'à obtenir une identité matérielle et formelle. Il pourra avoir en face de lui les 2 graines, celle authentique et l'autre, chimiquement reproduite, au point de ne plus parvenir à les distinguer l'une de l'autre. La différence se révélera quand il plantera dans la terre les 2 graines, celle artificielle se décomposera, l'authentique donnera lieu à une nouvelle vie. Comme l'horloge ne s'est pas faite toute seule, ainsi la graine qui engendre une nouvelle vie ne s'est pas faite toute seule, elle aussi se présente comme une pensée réalisée, mais telle que sa réalisation ne s'arrête pas à son apparition sensible, parce qu'elle ne s'identifie pas avec la forme avec laquelle elle apparaît, comme l'horloge ou n'importe quel autre objet construit par l'être humain, mais se continue dans le processus dont elle se manifeste et par lequel la naissance d'une nouvelle vie est possible. Normalement, le processus s'écoulant dans la vie de la plante, est pensé, ou conçu, ou imaginé par l'homme, mais il n'est pas perçu. Il peut percevoir les effets sensibles du processus de la vie, en soi non sensible, et sur la base de ceux-ci concevoir un tel processus. Comme à partir des données sensibles de l'horloge il peut remonter au concept d'horloge, ainsi de la phénoménologie sensible de la graine il peut remonter à l'idée de vie, mais alors que, dans le premier cas, son connaître se trouve devant une identité de concept et d'objet, qu'il peut absolument posséder, au point de pouvoir en reproduire l'horloge, dans le second cas, il se trouve devant une idée qui part bien de lui, mais qui a en soi un noyau se référant à une transcendance imperceptible. Il s'agit cependant pour lui de découvrir que parce qu'il est dans l'idée, il est immanent. La concentration réalise cette immanence. Au matérialiste, échappe la transcendance du noyau immanent de l'idée de la vie, parce qu'il identifie le processus de la vie avec le processus de la matière, en pourvoyant cependant celui-ci du même fondement idéal, inconsciemment tombé dans le réalisme naïf de celui qui, voyant une horloge pour la première fois, pense qu'elle s'est faite toute seule. Au contraire, l'idéaliste croit à un processus spirituel de la matière, mais il estime le posséder seulement du fait qu'il le pense, il ne s'aperçoit pas qu'il pense réflexivement le noyau de l'idée. Il n'a pas l'intuition d'une tâche décisive, du point de vue empirique ou idéaliste, qui transformerait le cours de sa vie, en lui faisant faire la transition du philosophé inerte à l'action intérieure, ou ascétique, expérimenter ce qui, étant immanent dans l'idée, est le noyau transcendant de la pensée, accessible à l'intuition comme une force organisatrice de la vie du vivant, de la même façon que le concept de l'objet physique est accessible à l'intuition comme son principe abstrait.